Monsieur le directeur, Monsieur le Président, comme l'a rappelé le Président Cambon, dimanche dernier sont tenues 2 élections régionales dans le Bade-Wurtemberg et en Rhénanie-Palatinat. Il se trouve que le président vert Kretschmann a été renforcé dans le Bade-Wurtemberg. La présidente social-démocrate Dreyer a été renforcée dans le Rhénanie-Palatinat. Et donc, est-ce que le scénario d'une coalition qu'on appellerait Grün-Rot-Rot, c'est-à-dire entre les Verts, les sociodémocrates et la gauche Die Linke, est envisageable pour l'élection de septembre? Et quelles seraient ses conséquences sur le projet SCAF? Je souhaiterais par ailleurs vous interroger sur nous avons beaucoup parlé des difficultés liées à la gouvernance du SCAF. Mais au-delà de la gouvernance, est-ce qu'il existe des difficultés liées aux choix technologiques? Car nous sommes quand même face à des choix révolutionnaires. Il s'agit d'un système de systèmes. Le rôle des remote carriers, des effecteurs déportés, est essentiel. Le rôle à la fois de l'intelligence artificielle et à quel point l'homme est dans la boucle sont des choix technologiques fondamentaux. Est-ce que sur le plan vraiment des choix technologiques, il y a là encore des frictions dans les choix qui vous concernent? Je vous remercie. Vous voyez qu'on suit bien le sujet. Donc, vous voulez bien nous répondre sur ces premières questions? On va se partager les réponses. Bien sûr. Et moi, peut-être que Dirk est plus adéquat que moi pour répondre sur la situation politique allemande, et puis je répondrai ensuite sur la stratégie du groupe. Bien sûr. Oui, peut-être que je commence avec la troisième question. Bon, c'est bien sûr difficile pour moi de décider comment ça va se passer en automne. C'était quand même pas complètement une surprise. On voit qu'il y a quand même un changement d'opinion dans la population à cause de la maîtrise de Covid-19. Et on voit que ça peut créer des situations où on ne sait pas comment ça va se passer dans les élections nationales. Et pour ça, je me sens pas dans la position où je peux dire comment ça va se passer, parce que je crois qu'il n'y a personne qui le sait. Est-ce qu'il y a un risque qu'on a un changement complètement? Oui, je crois. On ne peut pas ignorer ça. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur le projet SCAF? Oui, aussi, parce qu'on ne sait pas comment, après la construction de nouveaux gouvernements, comment ça va se passer. Et pour ça, c'était exactement la raison pourquoi on a accéléré le projet pour la phase 1B et phase 2. Parce que normalement, si on regarde le plan original, on a eu le plan de finaliser, avancer le Joint Concept Study, de finaliser phase 1A, et après la phase 1A, entrer dans la phase 1B et 2. Maintenant, on est encore dans la phase 1A, et on lance déjà la phase 1B. On fait ça pour éviter le problème de l'année prochaine, pour être sûr qu'on peut déjà lancer maintenant tout ce qui est nécessaire pour éviter cette discussion. Ça, c'était la raison pourquoi on a fait des efforts énormes industriellement pour faire une offre. Si vous vous rappelez, le RFP était lancé au début d'octobre l'année dernière et on a répondu déjà fin octobre. On n'a eu que 4 semaines pour terminer des offres pour les 7 pays. Après, on a eu du temps pour modifier, adapter, parce que le budget n'était pas assez grand. On a adapté et on fait un BAFO mi-janvier. Et on est en train maintenant d'adapter, finaliser les contrats dans des 7 pays. Et je ne crois pas pour quelques milliards d'euros. On a déjà fait des offres dans cette court délai. Pour ça, on fait des efforts énormes pour y arriver, surtout pour entrer dans un contrat avant les élections allemandes. Et comme vous savez, le processus est un peu compliqué en Allemagne parce qu'on doit passer pas seulement l'approbation de MOD, et aussi du ministère des Finances, mais après aussi le Bundestag. Et normalement, la préparation sont 3 mois de préparation pour passer le Parlement. Si on regarde ça, et normalement, on estime qu'à partir de juin, ça devient de plus en plus difficile de réaliser encore des projets qui passent les 25 millions. Au mois de juillet, à mon avis, c'est pas possible. Et déjà, juin, c'est pas très probable. Le plan original était entré dans le Parlement au mois de mai. Ça veut dire, normalement, on avait
terminer toutes les négociations au mois de février pour y entrer. Ça veut dire qu'on est déjà très très tard dans le processus. Est-ce que c'est encore faisable? Oui, je crois dans ce cas, peut-être oui. C'est pas garanti parce que tout le monde le veut. On voit, on a des supports des chanceliers, on a des supports de gouvernement, mais il faut des efforts pour le faire. Et pour ça, c'est aussi, on a beaucoup de pression pour terminer les négociations, pas seulement avec Dassault, parce qu'il faut encore créer un accord pour les prix, pour les terms and conditions avec les nations, et finaliser les contrats, et lancer le processus. Et on a quelques jours pour le faire. Pour ça, il y a pas mal de pression. Mais pour ça, est-ce que ça peut créer un impact? Oui. Pour ça, c'est encore plus important qu'on peut terminer maintenant. Mais quel va être le gouvernement? En ce moment, j'ai pas un sentiment. Qu'est-ce que ça peut donner dans l'année qui vient, ou dans les mois qui viennent. C'est aussi pour le Bundestag. Bien sûr, on a un processus qui est plus dur. Ça devient aussi de notre histoire. Et, je crois que c'est quand même clair pourquoi c'était constitué de cette manière. Et ce n'est pas une garantie, même si on a tous les supports, que si on ne peut pas répondre à toutes les questions du Parlement, ce n'est pas garanti qu'on peut passer. Et pour ça, il faut... la première étape est que l'industrie dit, et pas seulement nous, mais aussi tous nos fournisseurs et nos partenaires, qu'ils disent qu'ils sont contents avec la structure qu'on a créée. S'il y a quelques gens qui disent non, on ne veut pas, on perd quelques semaines, quelques mois, et ça peut être déjà trop tard pour finaliser. Et pour ça, c'est important. Et nous, on fait beaucoup des efforts en parallèle. On parle avec les industriels allemands chaque semaine, chaque mois. On fait beaucoup des rondes d'information aussi pour les députés, parce qu'il y a bien sûr des stratégies politiques qui sont différentes. Il faut qu'ils comprennent vraiment les détails derrière. Et si vous voyez ce qui était écrit dans la presse, ça n'aide pas beaucoup pour ce processus, parce que j'espère quand même que vous avez regardé qu'on n'a pas fait beaucoup de bruit en Allemagne, parce qu'on veut passer au Parlement et on ne veut pas créer des émotions en plus. Pour ça, on veut aussi expliquer qu'est-ce qui se passe. Il faut créer de confiance. Mais après, on a quelques semaines pour finaliser et pour recevoir l'accord du Bundestag. Et il y a encore beaucoup de travail à faire pour démontrer que ce qu'on décrit dans quelques mots est vraiment ce qu'ils expectent de nous. Et là, il y a du travail à faire. Pour la choix des technologies et comment ça se passe, comme Antoine a bien expliqué, c'est bien sûr, c'est exactement pourquoi on a lancé ensemble l'idée de système de SCAF, parce que si on n'avait pas fait ça, le risque qu'on va acheter dans beaucoup de pays européens des produits système américains est évident. Et pour ça, on a fait vraiment des efforts, parce que finalement, on a besoin d'une autonomie stratégique en Europe. Il faut aussi protectionner les capacités et les capacités qu'on a investies pour une dizaine d'années, parce que ça, finalement, ça va garantir qu'on est autonome, ça va garantir qu'on a les innovations dans nos pays qu'on a besoin dans les années qui viennent. Est-ce qu'il y a vraiment une alternative pour ça? Non. Et pour ça, c'était aussi important de prendre la décision pour le Eurodrone. Je sais, c'était un effort énorme pour les 4 pays, mais si on n'avait pas fait ça, on n'a pas les moyens pour garder les capacités en Europe dans les années qui viennent. Parce que ça devient de plus en plus difficile à faire la compétition avec les grands systèmes américains. Si on veut créer un SCAF, on a besoin de ces capacités, parce que ça fait partie de roadmap de SCAF. Et pour ça, on ne peut pas regarder Euromail tout seul, il faut le regarder avec le SCAF ensemble. Et ça fait beaucoup de sens de développer cette roadmap, même si ça
peut-être un peu plus cher, mais ça va vérifier dans les années qui viennent qu'on a les capacités pour développer les compétences et continuer à développer les compétences qu'on a besoin pour SCAF. Et ça, je crois quand même, est une bonne décision. Et je crois que c'est une décision de supporter l'autonomie stratégique. Et je suis 100% sûr que c'était la bonne décision. Et pour nous, c'était aussi important parce qu'on a dit, nous, comme Airbus, on a investi dans les derniers 10 ans, on a investi 1 milliard d'euros de notre argent dans les capacités drone. Mais on a dit aussi, si on n'a pas un projet maintenant, on arrête. Et pour ça, c'était vraiment important de stabiliser maintenant ces capacités et développer le Euromail pour le futur. Et tout à fait d'accord que pour le SCAF, on a besoin de cette roadmap. Dans le remote carrier, dans le SCAF, on va développer ces compétences ensemble avec Satnus et avec MBDA. Et là, tu connais mieux que moi, les capacités de MBDA sont très très fortes et je suis sûr qu'on va développer des bonnes solutions pour le SCAF. Je crois, j'ai pas oublié, mais peut-être pour la stratégie et l'équilibre entre civil et la région toulousaine. Merci dire que sur ces précisions, et en particulier sur ce que tu as très bien souligné, l'importance du calendrier. Parce que les échéances politiques en Allemagne, mais dirons-nous pas seulement en Allemagne, les échéances politiques sont à la fois des échéances pour prendre des décisions et des échéances qui peuvent retarder des décisions. Et comme l'a expliqué Dirk, en Allemagne, sans qu'on puisse évidemment prédire quels seront les résultats des élections, on sait qu'il y a de toute façon une coalition qui doit être négociée. Et cette coalition, c'est quelques mois. Donc on se retrouve dans un autre calendrier électoral, cette fois-ci en France, qui sera également difficile. Voilà pourquoi Dirk a insisté à juste titre sur la nécessité de faire vite. Et à ce titre, je voudrais dissiper un malentendu. J'ai entendu un accord avait été trouvé en décembre 2020, cet accord a été remis en cause. Non, je suis désolé de le dire. Si un accord avait été trouvé, on aurait été extrêmement heureux de confirmer cet accord juste avant la fin de l'année 2020. Malheureusement, il n'y a pas eu d'accord en 2020 et on est reparti début 2021 sur des positions qui étaient certes rapprochées, mais qui n'étaient pas convergentes. Alors la stratégie Airbus, Monsieur le Président, est-ce que Airbus veut se refaire une santé sur la défense? Pour employer, voilà, qui est une manière un peu lapidaire de poser la question. Je vais vous répondre, Monsieur le Président, que si nous regardons Boeing, notre grand concurrent sur les avions commerciaux, en grande difficulté, plus que nous. Boeing a environ 30% de son activité dans le militaire et le spatial. Regardons maintenant l'industrie chinoise, Avic, Comac. Environ 30% de l'activité dans le domaine défense spatiale. Airbus, 15% de son activité dans le domaine défense spatiale. Ça veut dire qu'en termes de pourcentage, et il ne faut pas se tromper de débat, la concurrence n'est pas entre nous, Européens. Le débat peut être entre nous, Européens. La rivalité, malheureusement, peut être entre nous, Européens, mais la concurrence stratégique, elle est entre l'Europe, les États-Unis et la Chine. Voilà le débat, il ne faut pas se tromper de débat. Donc quand les deux grands concurrents, qui sont supportés par les deux grandes superpuissances, américaines et chinoises, ont 30% de leur activité dans la défense et le spatial, Airbus doit aussi se renforcer dans la défense et le spatial. Et ça, ce n'est pas nouveau. Bien avant que cette crise du Covid n'éclate il y a à peu près un an, nous avions cette ambition, et d'ailleurs elle a été explicitée dans le projet SCAF, nous avions cette ambition de nous développer dans la défense et dans le spatial, de nous développer à travers tout un ensemble de nouveaux programmes européens. Et la stratégie d'Airbus est de développer son activité défense et spatiale à travers de nouveaux programmes européens ayant un cœur franco-allemand, en tout cas un cœur franco-allemand historique, programmes sur lesquels d'autres partenaires,
l'Espagne, l'Italie pour l'Eurodrone se joignent, et lorsqu'on parle du SCAF, se joignent comme des partenaires égaux des deux partenaires historiques. Donc la question n'est pas de se refaire une santé, la question est une question de stratégie de long terme pour que le champion européen Aerospace and Defense, pour reprendre cette expression anglo-saxonne, parce que nos grands concurrents, nos rivaux chinois et américains ont cette taille critique et ont cette activité, Airbus doit se développer dans cette direction. C'est la condition pour que son activité commerciale, dont la crise de la Covid a montré qu'elle était plus fragile qu'on ne le pensait, que cette activité commerciale soit rendue plus robuste par ce volet défense, mais que ce volet défense et ce volet spatial soient aussi rendus plus robustes par ce qui a été le cas pendant des années, par la situation extrêmement profitable et extrêmement en croissance qu'on a connue, en particulier sur la 320. Donc le militaire, le spatial d'un côté, le commercial de l'autre se supportent mutuellement. Et c'est ce périmètre aéronautique, défense, espace, qui est dans les gènes de la France. Depuis le développement d'aérospatial dans les années 60-70, on avait cette notion que ces piliers sont des piliers qui se supportent mutuellement. Ça s'est peut-être un peu perdu avec la réduction des budgets de défense dans les années 90. Ça s'est peut-être un peu perdu par la croissance considérable qu'on a vue dans l'aviation commerciale, mais c'est aujourd'hui un fondamental sur lequel il faut qu'on revienne. Ce n'est pas une décision de circonstance, c'est une décision stratégique fondamentale pour le groupe Airbus et je dirais pour l'ensemble de l'industrie aéronautique défense spatiale européenne. Il y a peut-être... La région. Ah, la région. Ah, la région. On a de grandes ambitions pour l'aviation commerciale en France, en Europe et en France, en région toulousaine. De grandes ambitions parce que cette crise, comme toutes les crises, est aussi une occasion de nous améliorer, de nous remettre en cause, de comprendre quels sont les grands défis technologiques. Et ces grands défis technologiques sont aussi des grands défis de la société, en particulier la feuille de route d'aviation verte, sur laquelle il faut le noter avec énormément de satisfaction de part et d'autre de cette table, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs, les industriels et les pouvoirs publics et les parlementaires se sont mobilisés dans une période qui était pourtant beaucoup plus difficile budgétairement, qui était celle de la crise de la Covid, sont mobilisés pour augmenter de façon très significative les budgets de R&T sur l'avion hydrogène et sur les différentes solutions techniques pour améliorer l'empreinte carbone de l'aviation. Donc on a aujourd'hui une ambition qui non seulement a été maintenue, mais qui a été renforcée à l'occasion de cette crise. Donc c'est un message évidemment de confiance et d'espoir pour l'ensemble des salariés du groupe Airbus, pour l'ensemble des partenaires et pour le tissu industriel et social en région toulousaine. Un mot peut-être sur les IPR. Dire qui a répondu, je voudrais ajouter quelque chose. Il y a une sorte d'ambivalence dans la discussion lorsqu'on parle d'IPR. Une ambivalence parce que certains disent plus, on veut se protéger, d'autres disent plus, on veut contribuer. Et je pense que ces deux objectifs ne sont pas contradictoires, mais sont complémentaires. Et que chacun a le droit de se protéger, a le devoir de se protéger, chacun a le devoir et le droit de contribuer. Et que les investissements considérables qui ont été faits par les entreprises, mais derrière, ce n'est pas les entreprises, ce sont les États qui ont investi de façon considérable dans ces capacités technologiques sur l'aviation de combat, ces investissements doivent être protégés. Et je dirais que sur ce sujet, Éric Trappier, Dassault, Airbus, nous avons la même vision. C'est peut-être quelquefois des discussions, comme vous l'avez souligné, Président, un peu plus compliquées avec les États, mais le principe, qui est le principe agréé, et sur lequel on va converger dans son application détaillée, c'est que ce qu'on appelle le foreground, c'est-à-dire ce qui est fait en commun, est une propriété commune, et ce qui a permis d'arriver à ce foreground, ce qu'on appelle le background, reste la propriété de chacun des acteurs. Et que dans les cas très précis où pour utiliser le foreground, il faut un peu de support sur ce qui existe avant, ce support est organisé, mais il est organisé de façon extrêmement formelle et extrêmement restrictive. Donc ce sont des principes qui vont être appliqués, et je crois pouvoir dire sans être exagérément optimiste que ce débat va devenir un faux débat, que les deux grands points de
d'inquiétudes qui ont été soulevées la semaine dernière par Éric Trappier, ce deuxième point, qui est le point des IPR, devrait être résolu. Mais je crois qu'il faut changer aussi d'approche. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas seulement de se protéger. L'objectif, c'est de contribuer. Et vous l'avez bien senti dans l'exposé de Dirk. L'Allemagne et l'Espagne, bien sûr qu'elles veulent se protéger, mais elles disent aussi, nous avons investi pendant des décennies dans ces technologies, nous voulons que cet investissement soit utilisé à l'occasion du SCAF. Et je pense que c'est une revendication, une demande, une attente qui est extrêmement légitime et qui n'est pas une attente de confrontation, qui est une attente de coopération. On veut contribuer des actifs, les technologies qu'on a développées. Et je pense que c'est peut-être le moyen de redonner une perspective à cette discussion qui prend le risque d'être un peu conflictuelle sur les questions des IPR. Peut-être seulement une partie, il y avait encore la question des choix de technologies pour les autres pays. Non, on avance bien. Il faut bien sûr diviser entre le programme démonstrateur et après le programme de développement et de production. On a trouvé des solutions qui sont bien équilibrées déjà pour le programme de démonstrateur. Là, on ne voit pas qu'il y a des problèmes. L'avantage de SCAF, surtout si on regarde le système de système, on a une chance qui, je crois, on n'a pas bien communiqué jusqu'à maintenant. Parce qu'on avance avec la démonstration pour démontrer qu'on peut travailler dans un système de système. On peut avoir des communications entre les remote carriers, entre les drones, entre les avions. On peut utiliser des télécommunications satellites, télécommunications terrestriales. Tout ça, on va démontrer, mais la vraie ambition est créer ce système de système nous va aider pour accélérer des innovations qui manquent en Europe aujourd'hui. Tout ce qui est hyperscaler, tout ce qui est cloud storage, tout ce qui est edge computing, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens pour accélérer vraiment les innovations en Europe et on voit qu'on a une gap entre la Chine, les États-Unis et nous. Ici, on a la chance de mettre de l'agence des investissements militaires pour créer vraiment un spillover qu'on peut utiliser pour défendre ces technologies et créer des technologies européennes pour le cloud, pour l'intelligence artificielle. Parce que ce qu'on veut faire, si on imagine, on veut connecter un avion hypersonique avec un avion, peut-être un A400M ou un MATT qui peut être le data center, et il faut que ça fonctionne en real time, utilisant les connexions satellites et terrestriales et mobiles. Et ça n'existe pas aujourd'hui. Il faut après analyser les données qui arrivent en temps réel, dans un layer national et après dans un layer international et renvoyer les données aux sensors et aux véhicules pour prendre des décisions. Et tout ça toujours en quasi réel, à temps réel. Il faut créer des innovations qui n'existent pas aujourd'hui. Et ça nous donne des options qu'on n'a pas eues dans le passé. On a lancé malheureusement très tard dans tout ce qui est IT, mais ici dans le projet SCAF, on peut vraiment utiliser les investissements militaires aussi pour créer des spillover effects pour les civils. Et ça c'est très important, je crois que tous les partenaires ont bien compris cette opportunité. Et pour ça, on avance bien dans cette vision et comment on peut faire ça dans une systématique modulaire, parce qu'on ne peut pas faire tout en même temps, mais l'avantage c'est qu'on peut faire ça dans une séquence. Et je crois que tous les partenaires ont bien compris que c'est une opportunité qui n'existe pas dans le monde civil aujourd'hui.